Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Aujourd'hui, comment se porte le commerce à Quimper et à Brest en centre-ville? Les deux centres urbains du Finistère sont à la recherche d'un nouveau souffle. On fait le point dans cette édition. Enfin, un nouveau médecin à La Roche-Derrien dans les Côtes-d'Armor. Après l'annonce de la venue d'un druide qui n'était en réalité qu'un coup de com', un médecin certifié et qualifié a pu être recruté. Et puis notre invité aujourd'hui nous parle d'un élément du patrimoine breton, la faïence de Quimper. Bernard Jules Verlingue, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le conservateur du musée de la faïence de Quimper, musée qui fête cette année ses 25 ans et vous nous direz tout sur la faïence dans un instant. Et Benjamin Bréon est également là aujourd'hui, comme tous les jeudis pour l'Instant Web. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Alors Benjamin, de quoi allez-vous nous parler cette semaine? Écoutez, pour changer du foot, des violences liées au foot, je vais vous parler de philo. Superbe programme, oui. Ça fait envie. On se retrouve tout à l'heure et voici tout de suite l'actualité de ce jeudi 19 juin dans le Finistère et en région. Et on ouvre cette édition avec un reportage aux images attendrissantes. L'arrivée en Finistère à Océanopolis, à Brest, de loutre de mer venue d'Alaska, une espèce inconnue en Europe. C'est la première fois qu'un centre zoologique français accueille des spécimens de cet animal qui vit dans l'eau salée. Le reportage de Margot Durand. Les passagers en provenance de Memphis sont attendus en salle d'embarquement. Dernière escale pour ces passagers hors normes avant leur destination finale, Océanopolis à Brest. 3 loutres de mer originaires d'Alaska s'installent dans le Finistère et c'est une première en France. Il a fallu respecter un temps de trajet inférieur à 24 heures pour maintenir le pelage des animaux dans les meilleures conditions possibles. En effet, leur fourrure leur permet de réguler leur propre température par rapport à celle de l'air. Depuis 8 ans, Océanopolis et le Sea Life Center en Alaska ont travaillé de concert pour permettre l'acheminement de ces mammifères marins. Pour cela, il a fallu de multiples allers-retours des soigneurs et des vétérinaires pour déterminer les meilleures conditions d'accueil. Alors à le savoir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens formés, qui connaissent l'espèce. Il faut que les bassins soient d'un certain standard, qui permettent d'accueillir convenablement et dans de bonnes conditions les animaux. De procédures alimentaires aussi, comment on les nourrit, Donc d'où la formation des équipes de mammifères marins à l'apprentissage des soins sur ces loutres. Pour ce voyage si spécial, c'est l'entreprise de transport international FedEx qui a pris en charge les 13 000 km de trajet, et tout cela à titre gracieux. L'enjeu était de taille, les loutres peuvent subir un stress par le transport et peuvent s'arrêter de s'alimenter. Mais heureusement, les nouvelles résidentes d'Océanopolis ont accepté de se nourrir. Leur quarantaine ne devrait durer que quelques jours avant qu'elles intègrent les bassins adaptés aux standards américains. Elles seront ensuite habituées aux visiteurs petit à petit. Patience, vous pourrez bientôt approcher Kezouk, Atka et Poukik. On fait le point à présent sur l'état des commerces dans les centres urbains du département. Ce jeudi, les différents acteurs étaient rassemblés pour faire le point un an après les premières assises du commerce de Brest. Parmi les sujets de travail et le stationnement, la gratuité le samedi matin a été mise en place il y a un an. D'autres expériences pour faire revenir les riverains. L'accès aux voitures sont en cours. Jean-Luc Pollard, vice-président de Brest Métropole, a répondu aux questions d'Anaïs Plateau. On l'écoute. On a pris des mesures qui sont à la fois réelles et psychologiques. C'est la gratuité du samedi matin. Selon les commerces, il peut y avoir, et on me dit qu'il y a eu des effets positifs, mais autrement c'était de mettre en place 3 parkings où vous payez à la sortie et non pas à l'entrée. En juillet, c'est donc demain, vous allez pouvoir payer par votre portable et modifier votre paiement à distance, si vous vous rendez compte que vous restez plus longtemps qu'il n'était prévu. Ça va encore faciliter la vie et déstresser le consommateur que nous sommes. Et du côté des commerçants, les idées proposées sont bien reçues. La réouverture début juillet des Halles Saint-Louis au cœur de Brest devrait apporter un nouveau souffle, ainsi que l'arrivée d'un manager de la ville en septembre. Un nouvel interlocuteur attendu par les commerçants. On écoute Frédéric Deveau, le président des vitrines de Brest. On a vraiment des interlocuteurs privilégiés et qui vont encore s'accentuer avec le manager qu'on attend avec impatience. Alors, j'aimerais pas être à sa place parce que je pense qu'il a vraiment du pain sur la planche pour travailler. Mais globalement, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui va améliorer. En tout cas, ça va faciliter les relations, ça va faciliter la vie du centre-ville. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place encore.
Alors à quoi sert un manager de la ville? Eh bien Quimper expérimente cette fonction depuis le mois de février. Frédéric Lorenzon a rencontré le manager de la ville. Depuis 4 mois, la ville de Quimper a son manager de commerce et de l'artisanat. Un poste financé par la mairie avec une mission simple, soutenir l'activité commerciale sur la commune. L'idée dans ce job, c'est en fait mettre en place les conditions qui permettent donc à ces consommateurs de venir chez nous, d'y passer la journée, de faire des découvertes. Donc de découvrir nos musées par exemple, de découvrir notre centre historique et dans le même temps de se dire mais je vais faire un peu de shopping, je vais en profiter pour m'arrêter déjeuner et je vais passer du bon temps à Quimper. Travail de bureau pour développer les opérations de communication et de promotion, mais aussi travail de terrain pour rencontrer les commerçants. Ici, rencontre avec un entrepreneur en cours d'installation. Bonjour, ça va bien? Ouais, ça va bien. Ouais, très bien, super. Visite de ce nouveau concept, un bar à cidre. Le gérant a travaillé plusieurs années à Montréal. Il apprécie d'avoir un seul interlocuteur à la mairie et insiste sur la communication. Qu'on puisse vraiment concentrer toutes nos demandes ou aller le voir quand on a quelque chose à voir avec la ville ou avec les services de la ville. Et puis ensuite, travailler avec nous sur le développement, voir ce qu'on peut faire en termes de gestion, de communication. C'est vrai que nous, on communique beaucoup. Mon épouse est community manager et donc elle communique beaucoup sur notre lieu ici et ça marche très bien. Donc malgré ce que peuvent penser les gens, c'est pas une question de taille pour la communication, l'e-commerce et le numérique. C'est vraiment une question de communication. Ça marche très très bien. On fait venir les gens. Après, à nous de faire le nécessaire pour qu'ils aient envie de revenir. Retour au bureau, les visites de terrain permettent de mieux comprendre les problématiques des commerçants et mettre en œuvre des opérations commerciales, notamment une plateforme Internet pour tous les commerces quimpérois dans les prochains mois. On va créer un site Internet qui va représenter l'offre commerciale de Quimper. Chaque commerçant aura la possibilité d'être présent sur ce site de manière à ce que sa fiche de présentation soit claire. Dès la semaine prochaine, le plan d'action imaginé par le nouveau manager de commerce sera examiné par les élus. Reste à savoir si les intentions seront suivies par les budgets pour les réaliser. Ce vendredi a eu lieu la 12e rencontre annuelle des femmes maires du Finistère. Au Fou, les élus se sont retrouvés pour échanger sur leurs fonctions. Dans les 281 communes du département, les femmes maires sont très minoritaires. On écoute Marie-Claire Enaf, maire de Saint-Vouguet, des propos recueillis par Océane Laz. Vous voyez, 49 femmes sur tout le département, on est quand même un peu éparpillés. Souvent, quand on est femme comme ça, élue, on doute un peu par rapport à notre mandat. Et se rencontrer, discuter, on ne tient pas compte du tout de la carte politique des personnes. On discute entre nous, pas pour du divertissement, mais beaucoup plus pour travailler sur des sujets techniques, des sujets pratiques et même... discuter en fait de nos problèmes qu'on rencontre tous les jours. Le problème des déserts médicaux reste un sujet d'actualité. Il y a quelques semaines, la commune de La Roche-des-Riens, dans les Côtes-d'Armor, a fait parler d'elle en recrutant un druide. Un coup de com' qui a fini par déboucher sur l'arrivée d'un médecin qualifié. Les explications avec Anne Burlot. On pourrait croire à une blague, mais c'est très sérieux, Jean-Michel. Un guide druide guérisseur va assurer des rendez-vous dans un petit village breton. Il y a 3 mois, ce prétendu druide a créé le buzz en se présentant comme un nouveau membre du cabinet médical de La Roche-des-Riens. Au bout de 2 jours, les médias découvrent que tout ça n'est en fait qu'un canular, habilement monté par une agence de communication et les élus du pays rochois, à la recherche désespérée d'un 3e médecin. Au final, l'idée, c'était, on nous a demandé de faire un buzz sur une idée de projeter les gens dans ce que pourrait être la situation dans 1 an ou 2, quand le médecin serait parti à la retraite, et de se dire, comme postulat de départ, il n'y a pas de médecin de remplacement, comment on fait ? Et donc, on a imaginé la solution la pire qu'on pouvait trouver, c'est-à-dire un charlatan. Nous, on a préféré utiliser l'humour. Et avec cet humour-là, on a réussi à faire passer un message très fort, puisqu'on a été écouté un peu partout. Une opération de communication osée et efficace. Non seulement le débat sur la désertification médicale a été soulevé par les journalistes, mais les 6 communes concernées ont réussi à trouver un successeur. On a reçu des candidatures, ça c'est clair. On en a reçu une 12aine. Suite à ça, les médecins, ils ont eu aussi, eux, des contacts directs, dont la personne qui va s'installer. À partir du mois d'octobre,
Une jeune médecin pourra donc soulager les 2 associés déjà en place. Et effectivement, le fait d'avoir trouvé la perle rare, ça nous a libérés. Nous avons fait des miracles, les mairies ont fait des miracles, le druide a fait son petit miracle aussi. Même si une solution a été trouvée ici, les élus n'abandonnent pas le combat pour autant. On va continuer à travailler, certes plus posément parce qu'on aura plus de temps et que le problème sera résolu sur le secteur, à faire porter notre voix et à le partager l'écho qu'on a eu avec les autres territoires pour qu'on puisse résoudre ce problème sur la plupart des régions françaises. Le 11 août prochain, une grande fête sera organisée en hommage aux faux druides pour clore l'événement avec barde, taille de menhir et festin à la clé. Elle est de toutes les naissances, elle se lègue en héritage dans les maisons bretonnes, elle se modernise et change de style au fil des époques. Elle, c'est bien sûr la faïence de Quimper et on en parle tout de suite avec notre invité. Bernard Verlingue, vous êtes le conservateur du musée de la faïence à Quimper, musée qui fête, on le disait, ses 25 ans. Rappelez-nous, pour poser les choses, comment la faïence est arrivée à Quimper ? La faïence est arrivée à Quimper tout bêtement. En fait, depuis l'époque gallo-romaine, on sait utiliser l'argile, l'eau et le feu. Ces 3 éléments sont présents dans le quartier de Locmaria. C'est la raison pour laquelle on y a fait de la faïence. Donc Quimper est devenu terre de faïence. Voilà, tout à fait. Dans le quartier de Locmaria, vous le disiez, qu'aujourd'hui, le quartier symbolique qui attire tous les touristes. C'est le centre de Quimper, c'est là où Quimper est né. Qu'est-ce qui caractérise la faïence de Quimper par rapport à la faïence italienne, portugaise ou encore anglaise ou même à d'autres grandes faïences françaises, celle de Nevers ou de Pornic par exemple? Eh bien, tout simplement, la faïence de Quimper est née de l'amalgame de 3 styles, le style de Marseille, le style de Nevers, le style de Rouen, et de l'amalgame de ces styles et de ces techniques est née la faïence de Quimper telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec ces couleurs aussi très singulières, ce jaune, ce bleu? Avec les 5 couleurs fondamentales de la faïence de Quimper, qui sont le bleu, le vert, le jaune, le rouge, et l'oxyde de manganèse qui est un brun violacé. Qu'est-ce que représente la faïence de Quimper dans le monde de la faïence? C'est une, j'allais dire, c'est une verrue. C'est une verrue. C'est pas très flatteur. Au contraire, oui, c'est une verrue élégante. Ah bon, faut préciser voilà, parce que exactement. Non, la faïence de Quimper est vraiment, a vraiment quelque chose de particulier. Quand vous prenez par exemple les faïences de Gien qui sont des faïences fines, les faïences de Longwy qui sont des décors cloisonnés, enfin Quimper a sa particularité donc qui est un héritage, ce qui est le décor, principalement le décor à la touche. Le décor à la touche et ces décors bretons aussi de la vie quotidienne? Voilà, tout à fait. Alors qui apparaissent un peu plus tardivement. Je dirais que le décor au Petit Breton apparaît vers 1860 avec l'arrivée du chemin de fer en Bretagne. Et donc effectivement, et ce Petit Breton va faire la réputation de Quimper et fait que Quimper est connu dans le monde entier. Et pourquoi ce Petit Breton justement il a su plaire en dehors de la Bretagne? Mais écoutez, c'est un peu une période de découverte. Avec l'arrivée du chemin de fer, les gens vont découvrir un pays, vont l'apprécier. Et en fait, ce Petit Breton va devenir une forme de souvenir. Quelles sont les grandes phases historiques de la faïence? Elle n'a pas toujours été celle qu'on connaît aujourd'hui? Ah non, non, les grandes phases historiques de la faïence, en fait, c'est en 1708 la création de la première faïencerie à Quimper par un Marseillais. Donc on va avoir le style Marseille. Ensuite, en 1737, ce Marseillais va marier sa fille à un Nivernais. Donc on va hériter du style de Nevers. Et puis en 1741, eh bien, ça va être le style de Cossy, donc de Rouen, qui va arriver à Quimper. Et cet amalgame va se faire à ce moment-là. C'est aussi un véritable support de communication. Vous avez notamment au musée une série autour de la guerre. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, la faïence de Quimper est quelque chose qui est très populaire et donc qui va se trouver lié ou mêlé à tous les événements qui peuvent arriver. Alors, par exemple, on a effectivement la Première Guerre mondiale avec des assiettes qui ont été faites pour le Cercle du Soldat du 6e arrondissement de Paris, des assiettes qui vont être vendues pour venir en aide aux soldats les plus défavorisés. Et puis, pendant la dernière guerre mondiale, on va avoir une série d'assiettes qui est assez surprenante. Et ce sont des choses qui ont été faites, en fait,
spontanément et le jour même. Alors vous parliez du petit breton, le petit bol breton qui est un petit peu indissociable de la faïence de Quimper. Qu'est-ce qui fait qu'il est si caractéristique et si moderne aussi, et si intemporel ? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je pense que c'est un engouement qu'il y a eu de la part des gens et ce succès est né... Il est apparu quand, ce petit bol breton ? Il est apparu vers 1936. Et tout de suite, ça a été un succès ? Visiblement, oui. Oui, ce bol prénom est devenu le souvenir favori de tous les, je dirais, de tous les visiteurs de la Bretagne. La faïence a un savoir-faire fragile qui existe depuis 3 siècles, mais qui continue d'avancer, de se moderniser. Ça continue de séduire même aujourd'hui dans ce monde plus contemporain, plus moderne, enfin qui... Alors, se moderniser, pas spécialement. On ne peut pas dire qu'il y ait eu des révolutions techniques au niveau de la faïence. Il y a eu quelques avancées, je dirais, au début. Quelques créations plus modernes, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Alors, quelques créations, comment dirais-je, quelques avantages techniques qui ont été mis en œuvre et qui ont donné la possibilité d'aller beaucoup plus loin, effectivement, dans ce que l'on a fait. Et c'est ainsi qu'on va avoir, sur le XXe siècle, en fait, à partir de 1920 à peu près, on aura 260 artistes qui vont venir travailler à Quimper. 260 artistes. Je ne connais pas un centre industriel français qui puisse en mettre autant en avant. Et cette production-là va être une production extrêmement riche, qui va être le moteur, en fait, de la faïence de Quimper au XXe siècle. Et comment se porte la faïence aujourd'hui ? Alors, la faïence ne se porte pas si mal que ça. Moi, j'ai connu les faïenceries, effectivement, dans les années 80, où il y avait 220 personnes à travailler aux faïenceries. Aujourd'hui, c'est une trentaine de personnes qui y travaillent, mais ça perdure. Et puis, je crois que Jean-Pierre Le Goff, le PDG de chez Henriot, a su reprendre le flambeau au niveau de la création artistique et redonner un nouvel élan à la faïence. On l'a vu, il y avait des créations avec la remodernisation du petit bol avec les bols de Mathieu Pong ou encore une Bigouden Punk. Ça aide aussi à ce que la faïence revienne dans les esprits, se réinstalle sur les meubles. On retombe dans la tradition, si vous voulez. On colle à la réalité. Et quel est l'avenir de la faïence, à votre avis, de la faïence de Quimper ? Quel est l'avenir de la faïence ? J'aimerais beaucoup que ça soit un avenir radieux. Ouais. Je l'espère. Maintenant, vous savez, l'avenir de la faïence est entre les mains des faïenceries, à proprement parler, et on met tout en œuvre pour que ça se passe bien. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Henriot, mais il reste combien de faïences aujourd'hui à Quimper ? Alors, il ne reste plus qu'une seule faïencerie à Quimper. Il ne reste plus qu'une seule faïencerie à Quimper, et je vous dis, ça fait à peu près une trentaine de personnes qui sont employées. Dans le musée, vous avez combien de pièces ? Revenir au musée, qui fête ses 25 ans. La totalité de la collection fait 3184 pièces. Et alors une pièce peut-être un peu merveilleuse, faites-nous rêver, décrivez-la. Il y a beaucoup de choses. On va retrouver... Alors, on a de tout, je dirais, sur ces pièces-là, couvrent la totalité, pratiquement la totalité de la production. Peut-être pas 3 siècles, mais on va retrouver des pièces qui sont des pièces très anciennes, qui vont attester justement de cette authenticité de la faïence de Quimper. Et puis on va retrouver des créations très modernes, des choses beaucoup plus surprenantes. Je pense par exemple à une pièce entre autres qui est une magnifique Vierge à l'enfant faite par Xavier de Langlais, qui faisait partie du mouvement des Saïsbreurs, qui est une pièce, on sait qu'il y a eu 2 exemplaires de fait. Et vous en avez une au musée. Et on en a une au musée. Quel lien vous avez avec la faïence ? Qu'est-ce qui vous attire tant dans cet élément ? Alors écoutez, c'est extrêmement simple. Dans ma famille, un ancêtre a commencé à faire de la faïence en 1771. Et en fait, on ne s'est jamais arrêté. Et vous continuez ? Et je continue. Vous faites de la faïence vous-même ? Je suis céramiste de métier. D'accord, donc vous peignez, vous fabriquez, vous moulez ? Je fabrique plutôt. Vous fabriquez Je fabrique plutôt, mais vous ne peignez pas Non, par contre, ce que je fais, c'est que je mets mes connaissances au service d'artistes, puisque au niveau du musée, nous avons un atelier où nous accueillons régulièrement des artistes. Le patrimoine breton ne pourrait pas se passer de la faïence, elle est devenue symbolique maintenant ? Ah, c'est une certitude.
C'est vraiment une certitude, oui, bien sûr. Bien sûr, et les gens le découvrent les gens le découvrent tous les jours en visitant le musée de la faïence. Merci beaucoup Bernard Verlingue d'être venu sur notre plateau nous faire partager votre savoir et votre passion sur la faïence. On retrouve toutes les informations sur le musée de la faïence sur notre site www.tbo.bzh et on retrouve tout de suite Benjamin Bréon pour l'Instant Web. Alors Benjamin, le bac de philo vous a inspiré? Pour être franc, moi, pas tellement. Mais les réseaux, oui. C'est dommage. Hier en début d'après-midi, sur les 10 sujets les plus discutés sur Twitter, il y en avait 3 quand même qui concernaient le bac. Et sur Facebook, il y avait plusieurs dizaines de groupes qui se sont formés sur ce thème pour les révisions, etc. Alors bon, tous ces groupes n'étaient pas très actifs, mais quand même, ça montre que les réseaux peuvent se servir à autre chose qu'à partager des petits chats ou des devises mièvres photoshopées aux couleurs du soleil couchant, etc. Blablabla. C'est déjà pas mal. Et alors, ils en disaient quoi du bac de philo? Vous vous souvenez, car c'est très récent, vous vous souvenez des discussions avec les copains après les examens, genre t'as raconté ci, t'as parlé de ça, t'as cité un tel, etc. Désormais, c'est la même chose, mais c'est en ligne. Alors, on a aussi les mêmes fiers à bras qui racontent leurs exploits, comme ce lycéen qui a choisi le sujet 2, c'est en série ES. Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire? Et pas que l'histoire de la faïence, d'ailleurs. Il a pris une photo de sa copie sur laquelle il avait écrit, parce que seuls les vainqueurs l'écrivent, les vaincus la racontent. C'est un grand vainqueur, je pense. C'est ça, un grand vainqueur à la même question. Il y a un autre lycéen qui a lui aussi pris en photo sa copie et qui a eu l'honnêteté de répondre à la même question, parce que c'est coef 5 quand même. Oui, mais 5 fois 0, ça fait 0. Hein. Et voilà, on leur souhaite tous les deux d'avoir fait ça que pour la blague et d'avoir par ailleurs rendu une copie brillante avec des citations de Kant, de Nietzsche, de Nabila et de qui on veut. Je dis Nabila parce qu'évidemment, on a eu les habituels montages Photoshop de faux sujets et qu'il y avait parmi les textes, évidemment, un extrait du dernier bouquin sûrement passionnant de Nabila. Il y a quand même des gens qui parlaient sérieusement du bac. Oui, bien sûr, il y avait des gens qui parlaient sérieusement du bac. Pour être franc, essentiellement des journalistes, parce que au même titre que le Beaujolais nouveau, mais sans le petit goût de banane, le bac est un des marronniers qu'on ne raterait pour rien au monde. La preuve d'ailleurs avec cette jeune fille qui, à peine sortie de son examen, tweetait « C'est bon, je peux rater mon bac tranquillement, j'ai été interviewé par la dame du Télégramme ». Alors comme on est des gens responsables, on lui a conseillé de l'avoir quand même. Oui, surtout que c'est pas vous qui corrigez la copie en plus. Donc, en plus, c'est pas nous qui corrigeons la copie. De toute façon, il ne faut pas croire que les journalistes étaient en retard pour raconter des âneries sur le bac, notamment parce que pour l'ensemble d'entre eux, c'est quand même du passé. Alors pour vous, c'est il n'y a pas très longtemps, mais pour nous, c'est l'histoire ancienne et maintenant, on peut en rire tranquillement. Alors en rire, ou pas en rire d'ailleurs, comme le suggère cet intéressant sujet tweeté par un confrère, où finalement, il fait se rejoindre la philo, l'actu sociale et l'actu sportive, et comme il le dit, on a 4 heures. Ouais, très beau sujet, effectivement. Merci beaucoup, Benjamin. C'est le moment de passer au Focus Programme. Et ce vendredi à 20h45, retrouvez les derniers épisodes de votre série bretonne Braise Kiss, les histoires de la famille Morzadeg, et on regarde un extrait. Tateus, kiss ut. Verrag il a raison. Alors, die Bauers, une bevechte sroan en brabenag, mais craint, tevel, à Greisel, j'ai de cuite. Ah ya, à peine os les zété. Maëla, t'as vu comment t'es fringuée? Quoi, nekemat? Mais gay, matré. Mais bon, chanchara, quoi. Clon, damsonge. Non, moi je sais très bien ce que t'as. Ah ya, grévussé? Oula, drastus, ma pauvre, si tu savais. Je vais mourir. Et 40 Zema. Oh, attends, Juarzina res vidnetra. Nezel res keken, Juaria res gomdavia ou dibawes. Ah oui, et je me touche le nez tout le temps aussi comme ça. Non, ça c'est pas de l'amour, ça c'est guévière. Ok, guévière. Allez, Ké. Allez. Ok. Hey, die garez aux arpelgons et wam. Un éverne. Bravo, Davies. Et Bernard Verlingue, alors pour les 25 ans, qu'est-ce que vous avez prévu au musée? Alors, ce qu'on a prévu, c'est de réunir le maximum de gens qui étaient déjà là il y a 25 ans. Petit focus en arrière. Un petit focus en arrière. T'as tout cassé? Non, je sais pas si le jeu de mots s'impose. Tu ne seras pas invité, Benjamin, tu ne seras pas invité. Peut-être quand même pas, mais donc pour montrer que le musée
est toujours là et toujours actif. On va donc de toute façon faire découvrir l'exposition temporaire de cette année sur les femmes et les sur enfants. les femmes et les enfants d'abord, donc qui est une exposition avec quelque chose comme 200 pièces. Donc on va montrer cette exposition. On a organisé une tombola également où les gens qui visitent le musée participent tous les jours. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Benjamin. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur notre site internet et nous suivre sur les réseaux sociaux. À demain et bonne soirée.